Vous êtes attentif à l'école, vous étudiez dur, vous obtenez un bon emploi ou vous faites preuve d'assiduité tout au long de votre carrière, en espérant qu'un jour vous pourrez vous détendre et profiter d'une retraite agréable. C'est en tout cas l'histoire. Mais elle ne correspond pas toujours à la réalité. On ne compte plus les histoires de personnes ayant un bon emploi et des habitudes d'épargne assidue qui doivent travailler jusqu'au crépuscule de leur vie. Sans parler des personnes qui n'ont malheureusement jamais eu le privilège de faire des études supérieures ou d'avoir une carrière stable. Selon des rapports récents, moins de 30% des travailleurs américains sont sur la bonne voie pour prendre leur retraite, et ils sont encore moins nombreux à penser qu'ils auront une retraite confortable, et ils pourraient bien avoir raison. Je sais que vous ne voulez pas entendre ça. Mais il y a quelques facteurs importants dans le monde d'aujourd'hui qui font que la plupart des jeunes générations restent indéfiniment sur le marché du travail. Et ce, avant même de prendre en compte le fait que la pandémie de Covid-19 a été un événement mondial qui a en fait contribué à creuser le fossé entre les jeunes générations disposant de moins d'actifs et d'emplois plus précaires et les générations plus âgées, qui ont tendance à être plus sûres. Vous pensez peut-être que vous êtes différent, que vous contribuez à votre plan d'épargne retraite 401k, que vous souscrivez assidûment au fonctionnement de l'argent et que vous investissez même régulièrement en bourse. Eh bien, tout cela est formidable, mais j'ai peut-être encore de mauvaises nouvelles pour vous. De nombreuses questions sont en jeu ici, le logement, le marché boursier et une série de conditions économiques plus larges qui pourraient menacer les hypothèses générales que nous faisons sur la croissance indéfinie. Il est donc temps d'apprendre comment fonctionne l'argent pour découvrir pourquoi nous serons tous sur cette lancée jusqu'à l'âge de 120 ans. Le premier coupable évident est le logement. Se payer une maison est devenu un défi majeur pour la plupart des travailleurs aux États-Unis. Je sais que ce problème n'est pas nouveau. Mais il y a encore quelques facteurs très importants que les gens ne prennent pas en compte. Même les personnes à très haut revenu, qui sont diplômées des meilleures universités et se dirigent vers des domaines tels que les banques d'investissement ou les grandes entreprises technologiques, ont tendance à s'installer dans des régions où le coût de la vie est également élevé, comme New York, Chicago ou San Francisco. Pew Research a récemment indiqué que la majorité des jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans vivent désormais chez leurs parents. L'âge médian d'un premier acheteur de maison en 2019 était de 34 ans. Et les experts s'accordent à dire qu'il est presque inévitable que cette crainte soit poussée encore plus haut par la pandémie. Qui plus, les jeunes acheteurs ont tendance à acheter des logements plus petits comme des appartements et des maisons de ville plutôt que des maisons familiales indépendantes traditionnelles, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est un vrai problème, car la plupart des personnes financièrement à l'aise vous diront que leur maison est leur principal actif. Cela ne signifie pas seulement qu'il s'agit du bien qu'ils possèdent et qui vaut le plus d'argent. Et même si vous payez un prêt hypothécaire, ces paiements permettront, au moins en partie, de constituer un capital dans la maison elle-même. De plus, une fois l'hypothèque remboursée, vous avez un endroit où vivre avec très peu de frais permanents. Prendre sa retraite avec une maison signifie que même une épargne retraite modeste ou une pension peut être très utile par rapport à une personne qui devra étirer ses paiements pour couvrir un loyer. Si un propriétaire est à court d'argent à la retraite, il peut se contenter de réduire la taille de la maison familiale, un luxe impossible pour quelqu'un qui n'a pas remboursé sa maison ou qui n'en possède pas du tout. Maintenant, soyons généreux et prenons cet âge médian de 34 ans pour acheter une première maison en y ajoutant une hypothèque de 30 ans. Et soudain, même cette hypothèse généreuse d'un jeune travailleur régulier se retrouve au milieu de la soixantaine en train de rembourser un prêt immobilier. Et ce, en supposant que cette personne n'améliore jamais sa maison, ne la rénove pas et ne fait rien pour augmenter son hypothèque par rapport à celle qu'elle a contractée au départ sur 30 ans. Les plus morbides d'entre vous pourraient penser que les baby-boomers doivent mourir et nous laisser leur maison un jour. C'est vrai. Eh bien, oui, je suppose que oui. Aussi désagréable que cela puisse être, c'est une réalité. Le problème, cependant, est que cela ne fera qu'exacerber le problème. Nous l'avons vu dans notre vidéo sur les raisons de la disparition de Family Fortune. Les héritages qui pourraient réellement financer une retraite ont tendance à aller à des personnes qui sont déjà assez âgées et riches elles-mêmes. Là encore, la question du logement inabordable est un débat aussi vieux que le capitalisme moderne.
Mais peut-être que ce n'est pas un problème de toute façon. Peut-être n'êtes-vous toujours pas inquiet parce que vous avez prévu de financer votre retraite même sans avoir de maison à vous. Bon, d'accord, mettons ces plans à l'épreuve. Le marché boursier est l'autre grand véhicule par lequel les gens financent leur retraite. Même les pensions à revenus fixes dépendent en fin de compte de la croissance de ces marchés pour assurer des revenus à leurs membres à la retraite, mais cette hypothèse de rendements infinis pourrait être menacée. Pour comprendre pourquoi, prenons un exemple simple. 10 bûcherons travaillent dans une scierie qui fabrique des charpentes pour des maisons individuelles. Pour le moment, ces bûcherons n'utilisent que des outils manuels de base, mais s'ils travaillent tous dur et que personne ne se relâche, ils atteindront leur quota. Un bûcheron particulièrement astucieux prélève une partie de son salaire et l'utilise pour financer des recherches sur les outils motorisés. Son argent a été bien dépensé car il finit par inventer la scie à table. Il économise ensuite un peu plus d'argent pour acheter les matériaux nécessaires à la construction de 9 exemplaires de son nouvel engin. Il donne ensuite ces 9 scies à table à ses collègues qui utilisaient auparavant ces outils manuels. Cela augmente suffisamment leur productivité pour qu'ils puissent encore atteindre leur quota. Même si le premier bûcheron ne se présente pas du tout au travail. C'est ce qu'on appelle l'investissement en capital. Et c'est ainsi qu'au moins en théorie, nous pouvons financer durablement la retraite des gens, la même quantité de cadres est fabriquée, les 9 autres bûcherons n'ont pas besoin de travailler plus longtemps et plus dur, et le premier bûcheron a été correctement récompensé pour sa création avec une retraite confortable. Bien sûr, il s'agit d'un exemple très grossier. Les entreprises lèvent des fonds par le biais d'une introduction en bourse ou d'une offre complémentaire et utilisent ensuite cet argent pour acheter des biens d'équipement qui permettront à leurs travailleurs de produire efficacement des biens et des services pour l'économie. Mais revenons à notre exemple simplifié à l'extrême. Les problèmes commencent à surgir lorsque plusieurs de ces bûcherons ont la même idée lumineuse. L'un d'eux peut investir dans un chariot élévateur à fourche pour que le travail de 9 hommes soit possible avec seulement 8. Un autre pourrait faire de même avec des cloueuses pour que le travail des 8 autres soit possible avec seulement 7 hommes, et ainsi de suite. Mais à chaque fois que cela se produit, il devient un peu plus difficile de trouver la prochaine chose à faire. Finalement, vous aurez besoin d'une ligne de production presque entièrement automatisée et même dans ce cas, vous aurez probablement besoin d'au moins un travailleur pour superviser cette opération. Chaque personne que vous retirez de l'équation et que vous remplacez par un élément de capital devient de plus en plus cher, surtout si on la compare à d'autres investissements alternatifs. Imaginons que le bûcheron 5 doive investir des millions de dollars dans un bras robotisé pour pouvoir prendre sa retraite tout en s'assurant que le quota de la scierie est atteint. Ce que je vais faire à la place, c'est acheter une usine et demander aux ouvriers concernés de travailler 10 heures de plus par semaine pour me remplacer pendant que je prends ma retraite. Ce type a l'air d'un connard. Mais réfléchissez, combien d'heures par semaine travaillez-vous dans votre emploi pour couvrir le loyer ? Cet investissement dans des actifs non productifs qui n'apportent pas de valeur ajoutée est un obstacle majeur. L'exemple classique d'un actif non productif est l'or, les bitcoins, les cartes Pokémon, et bien sûr, l'immobilier. L'immobilier est étrange car, contrairement à ces autres actifs non productifs, il produit des revenus sans avoir besoin d'être vendu. Et il le fait par le biais du loyer. Investir dans l'immobilier a été un investissement particulièrement attractif pour beaucoup de gens, ce qui fait 2 choses. Il augmente le prix de l'immobilier, ce qui aggrave le problème que nous avons vu dans la première partie de cette vidéo, mais il réduit les investissements dans les types d'actifs productifs qui peuvent financer durablement la retraite. Il existe également un autre problème, la surinflation de tous les marchés d'actifs. Reprenons notre exemple initial de ces scies à table. Ce sont des machines qui découpent des morceaux de bois, disons qu'elles découpent 20 morceaux chacune par jour. Maintenant, remplaçons ces scies à table par des actions. Ce sont effectivement des machines à faire de l'argent sous forme de dividendes. Disons que chaque action rapporte 20 $ par jour. Dans les 2 exemples, le bûcheron devrait posséder 9 actions de chaque type pour pouvoir financer sa retraite. 180 pièces de bois remplaceraient son emploi à la scierie et 180 $ par jour remplaceraient son revenu, donc l'un ou l'autre fonctionne très bien. Contre toute attente, les problèmes surviennent lorsque ces actifs deviennent plus chers. La plupart des gens pensent que l'augmentation du prix des actions est une bonne chose, et c'est le cas pour les personnes qui les possèdent déjà. Imaginez que chaque action se négocie à 10 000 $.
Épargner 90 000 $ est un défi de taille pour un bûcheron qui gagne 180 $ par jour, mais c'est certainement possible au cours d'une carrière professionnelle. Imaginez maintenant que ces mêmes actions s'échangent à 100 000 $ tout en continuant à verser le même dividende quotidien de 20 $. Si vous possédez déjà ces actions, vous vous sentirez bien car votre valeur nette sur le papier a considérablement augmenté. Mais notre bûcheron doit maintenant acheter pour 900 000 $ d'actions pour financer sa retraite, ce qui n'est pas réaliste dans le cadre de sa carrière professionnelle. Maintenant, cela peut sembler un exemple tiré par les cheveux, mais ce n'est pas le cas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pour s'en convaincre, examinons le ratio cours-bénéfice du S&P 500. Une collection des 500 plus grandes entreprises publiques en Amérique. Historiquement, il a oscillé autour d'un multiple de 15. Cela signifie qu'en moyenne, le cours de l'action est égal à 15 fois le revenu net de l'entreprise. Aujourd'hui, ce multiple se situe juste autour de 50, ce qui est le deuxième plus haut niveau jamais atteint dans l'histoire, juste après la fin 2008, qui, comme vous le savez tous, était une période de prospérité économique généralisée. En clair, cela signifie que les gens vont devoir soit investir 3 fois plus pour financer leur retraite, soit compter sur le prochain plus grand idiot pour leur acheter leurs actions à la retraite pour 100 fois P multiple 200 fois multiple 1000 fois multiple, ce que certains investisseurs font d'ailleurs déjà pour certaines actions. Vous pourriez dire que les actions ne sont pas comme des scies à table à rendement fixe. Ces dividendes peuvent et vont probablement augmenter à l'avenir. Pour garantir que c'est presque garanti, mais il est encore peu probable que nous verrons un jour des ratios PE inférieurs à 20. Là encore, pour 2 raisons. Tout d'abord, si une société commence à verser des dividendes constamment élevés par rapport à son cours de bourse, les investisseurs l'achèteront, ce qui fera grimper le prix, ce qui signifie qu'elle ne sera plus une bonne affaire. La deuxième raison est un peu plus compliquée, mais c'est une raison qui préoccupe réellement certains économistes de premier plan. Robert J. Gordon est un économiste américain qui a publié ce document avec le National Bureau of Economic Research. Il s'agit d'un document fantastique, étonnamment facile à lire, même pour les personnes n'ayant pas une solide formation économique. Mais attention, Gordon soutient essentiellement que les 200 dernières années d'innovation et de croissance économique ont plutôt été une exception que la règle que nous devrions nous attendre à voir se poursuivre indéfiniment dans le futur. Croissance illimitée dans un monde fini, vous faites les calculs, Gordon soutient essentiellement que cette génération est le 5e bûcheron. Toutes les innovations faciles qui améliorent radicalement la productivité ont déjà été faites. Et même les améliorations progressives à partir de maintenant seront soit très coûteuses, soit simplement de nature à rechercher une rente, en s'efforçant davantage de déplacer la valeur de manière nouvelle et créative que de travailler réellement à en créer. Si ces perspectives plutôt sombres ne suffisaient pas, Gordon fait valoir que cela coïnciderait avec ce qu'il décrit comme les 6 vents contraires économiques. Il s'agit de forces qui vont ralentir la croissance des économies du monde entier pendant au moins les 100 prochaines années. Ces vents contraires sont la perte du dividende démographique. En fait, l'économie a connu un essor considérable lorsque les femmes ont commencé à entrer dans la vie active entre les années 1960 et 1990. Aujourd'hui, la plupart des femmes des pays développés ont une carrière professionnelle similaire à celle de leurs homologues masculins. Mais ce n'est que le statu quo. Nous ne pourrons plus jamais doubler la main-d'œuvre, à moins que nous ne fassions travailler les gens de plus en plus tard dans leur vie. Le deuxième vent contraire est la perte du niveau d'éducation, en particulier aux États-Unis, où l'éducation devient plus chère, moins complète et de moins en moins pertinente par rapport aux exigences de la main-d'œuvre moderne. Un diplôme de 3 ans ne signifie tout simplement pas autant qu'il y a 50 ans, que ce soit pour un individu ou pour l'économie dans son ensemble. Le troisième vent contraire est l'augmentation des inégalités, un sujet délicat au meilleur moment, mais Gordon s'est montré étonnamment pragmatique dans son approche de cette question. Le document note que les revenus augmentent en moyenne d'environ 1,3% par an, mais que cette croissance est fortement concentrée sur les 1% les plus riches. Les 99% restants n'ont vu leurs revenus augmenter que d'environ 7% par an, ce qui n'est même pas suffisant pour suivre l'inflation. Cela signifie que si cette tendance se poursuit, il sera inévitable que des groupes de plus en plus importants de travailleurs n'aient tout simplement pas les moyens financiers d'épargner pour leur retraite. Toutefois, si vous faites partie des 1% les plus riches, vous pouvez dire non, 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 le titre de votre vidéo est faux dans la section des commentaires ci-dessous.
Le cinquième vent contraire est l'énergie et l'environnement. La croissance du siècle dernier a été alimentée par les combustibles fossiles, une source d'énergie bon marché, facilement transportable et incroyablement efficace qui peut tout faire fonctionner, des automobiles aux avions de ligne. Mais bien sûr, il s'agit d'une ressource limitée qui a un coût. Ce coût sera désormais payé par des générations de plus en plus jeunes, soit sous la forme de réglementations environnementales qui ralentissent la production industrielle, soit par un effondrement complet de l'environnement qui ralentira également la production. Le dernier vent contraire est la dette des ménages, la dette des gouvernements, la dette des entreprises. Tout cela n'a cessé d'augmenter au fil des ans et il faudra bien finir par rembourser. Cela va se traduire par la nécessité d'augmenter les revenus ou de réduire les dépenses. Pour le gouvernement, produire plus de revenus est facile, il suffit de taxer davantage. Mais pour les particuliers et les entreprises, la seule option qui s'offre à eux est de dépenser moins. Si une personne a déjà un budget serré, les cotisations régulières à un compte de retraite pourraient être sacrifiées. Gordon a présenté une solution probable pour atténuer ce problème pour toutes les parties, et vous pouvez deviner de quoi il s'agit. Oui, repousser l'âge de la retraite. Maintenant, si tout cela est sombre pour vous, et que vous pensez toujours que vous allez gagner des millions du jour au lendemain, alors tant mieux pour vous. Je vais devoir travailler plus dur pour vous écraser la prochaine fois, mais en attendant, vous devriez apprendre ce qu'il faut faire avec votre fortune du jour au lendemain en regardant notre vidéo sur ce qu'il faut faire si vous gagnez soudainement beaucoup d'argent. Bien sûr, la première étape sera toujours d'aimer et de s'abonner pour continuer à apprendre comment fonctionne l'argent.